Avant de parler donc des cas cliniques, je vais mettre la table là, du sujet qui est essentiellement la néphropathie diabétique cet après-midi. Et donc, je vais vous présenter des nouveautés en protection cardio-rénale. Donc, les objectifs, c'est connaître les nouveautés en protection cardio-rénale, surtout donc les bienfaits cardio-rénaux de l'inhibition du récepteur minéralocorticoïde, parce que c'est réellement ça la vraie nouveauté là, la plus récente, et savoir assurer le traitement et le suivi sécuritaire de l'hypercalémie, parce qu'évidemment, quand on parle d'inhibition récepteur minéralocorticoïde, on parle aussi forcément d'hypercalémie. Donc, justement, allons dans le vif du sujet. Donc, le problème là, avec l'insuffisance rénale et l'albuminurie, c'est que c'est associé à une augmentation du risque de mortalité cardiovasculaire, que l'on soit en présence de diabète ou non. C'est ce que vous voyez ici à gauche, là, vous voyez que plus le DFG ici diminue, plus la mortalité cardiovasculaire augmente. Et c'est vrai autant chez les diabétiques que les non-diabétiques, mais comme vous voyez, là, ça semble pire chez les diabétiques. Il y a aussi les DFG très, très élevés là, qui ont aussi une association avec la mortalité cardiovasculaire. C'est probablement à ce moment-là des gens qui hyperfiltrent c'est pas étranger non plus au début de la néphropathie diabétique et même à d'autres maladies rénales non diabétiques. C'est pour ça que ces gens-là vont pas bien non plus. Mais c'est surtout, en fait, le problème est surtout en insuffisance rénale avancée. C'est pour ça qu'il faut éviter de se rendre là. Et qu'est-ce que vous voyez à droite, c'est l'albuminurie. C'est les unités ici américaines. Donc, je vous ai mis là dans un carré noir la zone de micro-albuminurie entre 30 et 300 là, dans les unités américaines. C'est à peu près entre 2 et 30 dans les unités internationales qu'on utilise habituellement. Et vous voyez que dans la microalbuminurie est associée à la mortalité cardiovasculaire et c'est pire en protéinurie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rendre là idéalement. Et on voit aussi que, encore une fois, c'est pire chez les diabétiques par rapport aux non-diabétiques. Mais ce qui est intéressant avec l'albuminurie, c'est même dans la zone dite normale d'albuminurie ici, il y a quand même une certaine association avec la mortalité cardiovasculaire. Donc, même dans cette zone-là, c'est mieux d'avoir l'albuminurie le plus bas possible. Celle-là, on va la passer. Donc, c'est pour ça donc qu'il faut dépister chez les diabétiques la néphropathie chronique. Et donc, en présence de diabète, ce qui est recommandé, donc comme vous le savez, c'est de faire deux choses très, très, très simples. C'est donc au moment du diagnostic et ensuite à chaque année pour les diabétiques de type 2, on détermine le ratio albumine sur créatinine urinaire à partir d'un échantillon d'urine aléatoire et on dose la créatinine sérique qui, ici au Québec, en tout cas, est converti automatiquement au DFGE. C'est ce que vous voyez dans les rapports de laboratoire. Il n'y a pas besoin de sortir sa calculatrice. C'est ça qu'on prend. Donc, deux choses, l'albuminurie, le DFG. Et on peut faire le diagnostic de néphropathie chronique en présence de diabète lorsque ce ratio dans les unités internationales est au-dessus de 2 et où le DFG est donc en bas de 60, auquel cas, donc, c'est pas normal. Le patient a donc une néphropathie. Donc, comme on a vu dans la première diapo, c'est mieux de ne pas se rendre en néphropathie ni avoir de l'albuminurie. Donc, il y a des solutions. Si vous utilisez tout ce qu'il y a ici, donc qui est résumé par l'acronyme Action de Diabète Canada, vous n'allez rien oublier et votre patient va être bien soigné. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez. On n'ira pas dans les détails aujourd'hui, mais pour la protection contre les événements microvasculaires, j'ai deux choses ici en particulier que j'aimerais porter votre attention. Donc, premièrement, la cible d'hémoglobine glyquée en bas de 6,5 afin de diminuer le risque d'insuffisance rénale chronique et de rétinopathie. Donc, pour les problèmes microvasculaires, c'est efficace. Évidemment, si le patient est à bas risque d'hypoglycémie, sinon ça pourrait être contre-productif s'il y a trop d'hypoglycémie. Donc, on a beaucoup parlé et tout le monde, je pense, se rappelle que on devrait viser en bas de 7 là, et si les patients sont à risque d'hypoglycémie, on ne devrait pas viser beaucoup en bas de 7 Mais étant donné qu'on a de plus en plus de traitements qui ne donnent pas d'hypoglycémie, comme metformine, inhibiteur GLT2, les agonistes GLP1 et même la diète. Là. En général, si on ne prend pas d'insuline, c'est associé à pas de risque d'hypoglycémie. Donc, on devrait avoir une cible intensive. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est encore pertinent de dire habituellement en bas de 7 Moi, j'ai l'impression qu'en 2023, ce serait habituellement en bas de 6,5 moi, je pense que la majorité de nos patients, à moins que je me trompe, là, devraient avoir cette cible de 6,5 parce que la majorité de nos patients sont à faible risque d'hypoglycémie et donc pourraient profiter de la protection contre les événements microvasculaires. Donc, on va y revenir. Sinon, l'autre chose que je voudrais vous pointer, c'est vraiment les médicaments de protection cardio-rénale, là, particulièrement les IACA et les ARA. Donc, il y a encore des gens aujourd'hui qui devraient être sous une IACA ou ARA et ils ne le sont pas. Et effectivement aussi les inhibiteurs GLT2 ainsi qu'agonistes GLP1. Et là, on pourra rajouter éventuellement la finerenone dont on va parler très bientôt.
Donc, juste quelques données pour l'hémoglobine glyquée, puis ensuite ISCA, inhibiteur SGLT2. Donc, pour l'hémoglobine glyquée, j'aurais pu vous montrer plusieurs études, mais j'aime bien l'étude Advance où on voit une belle réduction statistiquement significative de presque 15 des événements microvasculaires si on a un traitement intensif en bas de 6,5 versus une cible d'hémoglobine glyquée conventionnelle à 7. Et comme vous voyez, c'est surtout la néphropathie qui est réduite. Donc, c'est très efficace. Donc, la cible intensive, donc à condition, encore une fois, d'être à faible risque d'hypoglycémie pour contrer les événements microvasculaires. C'est aussi très bon pour le macrovasculaire, forcément aussi. Maintenant, pour ce qui est des inhibiteurs SGLT2, on peut faire même de la prévention de la néphropathie diabétique. Donc, avant de parler de néphropathie diabétique avérée, parlons de prévention. Donc, d'où nous vient l'idée de prévenir la néphropathie diabétique avec les inhibiteurs SGLT2? Bien, ça nous vient des grandes études d'innocuité cardiovasculaire des inhibiteurs SGLT2, Ampareg, Canvas et Declare, où la majorité de ces patients-là n'avaient même pas de néphropathie diabétique. Donc, le 2 tiers des patients avaient aucune albuminurie. Il y avait quand même un tiers de microalbuminurie, très peu de protéinurie. Et ce qu'on voit, c'est une réduction spectaculaire des événements rénaux. Donc, disons, de 40 à presque 50 de réduction des événements rénaux. Donc, chez des patients qui n'ont pas de néphropathie diabétique. Donc, on peut parler de prévention dans ce cas-ci. Mais qu'en est-il du traitement de la néphropathie diabétique? Donc, ça, c'est les études positives en néphropathie diabétique et aussi un peu non diabétique, parce qu'il y a 2 études ici où il y avait des non diabétiques depuis l'an 2000. Donc, avant 2000, il y avait des études avec les ISCA. Donc, on sait que les ISCA en néphropathie diabétique, ça protège les reins. Maintenant, les ARA, les études sont apparues en 2001, Renal et IDNT, avec une belle réduction du risque rénal de 16-20 Ensuite, les études avec les inhibiteurs SGLT2 sont apparues presque 20 ans plus tard. Credence, Dapa-CKD, Ampakiné, avec un bénéfice qui est pratiquement le double, hein, entre 30 et 45 En prime, il y avait habituellement une protection vasculaire et même une réduction de la mortalité totale qui était significative, notamment dans Dapa-CKD. Ensuite, on va oublier pour l'instant l'inhibiteur d'endothélénicien, Trasentan, qui, oui, donnait une réduction du risque rénal de 35 mais un médicament très difficile à prescrire. Ça a pris plus que 10 000 patients pour en sélectionner 2 600 qui finalement avaient beaucoup d'effets secondaires, notamment surcharge et anémie. Donc, ce ne sera pas commercialisé. Je ne sais pas si ça va revenir sous une autre forme éventuellement, mais on peut mettre ça de côté pour le moment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'ARM, donc Finrenone, antagoniste récepteur minéralo, avec une belle réduction du risque rénal de 23 en prime aussi une protection vasculaire. Mais attention, si on parle d'antagoniste du récepteur minéralo, attention à l'hypercalémie, ici, on va y revenir. Il y avait même une réduction de la mortalité totale, mais ce n'était pas significatif. Donc, peut-être l'année prochaine, je vais être bon pour ajouter une ligne ici avec un agoniste GLP-1, sémaglutide, qui devrait, on espère, donner une protection rénale dans une étude en néphropathie diabétique. Ça va apparaître l'année prochaine. On s'en parlera, j'imagine, à ce moment-là. Donc, revenons, avant de parler de Finrenone plus en détail, sur l'étude Ampakiné, donc la dernière étude d'inhibiteur SGLT2 en néphropathie diabétique et non diabétique, parce que tout de même, hein, c'est une étude qui élargit beaucoup les indications des inhibiteurs SGLT2 en protection rénale. Donc, premièrement, dans les études de sous-groupe, si vous regardez en bas, il y avait quand même pratiquement 1000 patients, 500 par groupe, qui ne prenaient pas d'inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. C'était permis dans cette étude-là. Et il n'y a quand même pas d'interaction. C'est le même résultat que les gens qui prennent un ISCA ou un ARA. Donc, ça répond à une de nos questions qu'on avait depuis quelques années. Est-ce qu'on peut donner un inhibiteur SGLT2 chez des patients qui n'ont pas d'ISCA et d'ARA? La réponse est oui, avec la protection rénale qui semble similaire aux autres personnes. Ensuite, bon, diabète, non-diabète, ça fonctionne, on le savait avec l'étude d'APA-CKD, mais regardez ici plus bas, les gens même qui n'ont pas de microalbuminurie avaient une réduction de l'intensité de la pente de baisse de DFG qui était quand même moins importante que la baisse chez les patients avec microalbuminurie ou macroalbuminurie. Donc, mais même chez les patients qui n'ont pas d'albuminurie, mais qui ont quand même l'insuffisance rénale et qui sont diabétiques ou non diabétiques, ils peuvent profiter d'un inhibiteur SGLT2 dans cette étude. Donc, en résumé, pour Ampakiné, ça élargit donc les bénéfices des inhibiteurs SGLT2 à des patients jusqu'ici peu étudiés, comme on vient juste de voir, des insuffisants rénaux chroniques sans albuminurie, DFG jusqu'à 20, parce que dans Ampakiné, on pouvait le prescrire jusqu'à 20. Comme on a vu aussi les patients sans inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone et évidemment aussi les non-diabétiques, comme dans Dapa-CKD, ça fonctionnait très bien, autant pour la protection rénale que vasculaire. Et l'innocuité des inhibiteurs SGLT2 ont été bien démontrées. Là, on sait que ça n'augmente pas l'insuffisance rénale aiguë. D'ailleurs, c'est même
un certain facteur protecteur contre l'insuffisance rénale aiguë. Ça n'augmente pas les infections urinaires, ça n'augmente pas l'hypercalémie, c'est même un facteur protecteur contre l'hypercalémie. On va y revenir. Ça n'augmente pas non plus les fractures. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est que ça augmente le risque de mycose génitale, donc quelque chose de relativement bénin, mais qu'on peut donc gérer. Et quelque chose de grave, par contre, qui est la cytocytose diabétique, euglycémique, mais c'est heureusement rare. Et rare ou probablement aucun risque, là, gangrène de fourni ou amputation. En fait, pour les amputations, là, c'est seulement une étude qui était la canagliflozine dans Canvas, mais dans Credence, il n'y en avait pas d'augmentation. Fait que ça a été retiré par la FDA, cette mention là, de risque d'amputation. Alors, pour vous dire à quel point c'est bien toléré, là, regardez comment c'est même mieux que le placebo. Donc, dans DAPA-CKD, il y avait moins d'effets indésirables par rapport au placebo, puis c'est statistiquement significatif. Même chose dans Credence, c'était statistiquement significatif. Alors, vraiment, les gens vont mieux à tous les niveaux avec un inhibiteur SGLT2. Bon, malgré tout, il y a un risque résiduel. Donc, malgré que dans ces études, ici, Credence, DAPA-CKD, les gens avaient un ISA ou un ARA, avaient un inhibiteur SGLT2, il y avait quand même un risque résiduel de protection de leur néphropathie chronique de l'ordre de 11-12 %, comme vous voyez ici. Il y a aussi un risque résiduel qui est cardiovasculaire dans les mêmes études de 8 à 4,6 %. Donc, il y a encore du travail à faire. Donc, en néphropathie diabétique, devant le risque résiduel important, il y a comme un urgent besoin d'autres cibles thérapeutiques pour protéger le cœur et les reins de ces patients. Donc, d'où nous vient le risque résiduel qui est à la fois rénal et cardiovasculaire chez les gens avec néphropathie diabétique? Mais il vient premièrement des traitements qui sont non optimisés. Donc, comme on a dit tantôt, il y a encore des gens qui devraient avoir un ISA ou un ARA, qui n'en ont pas pour différentes raisons. Ça doit être corrigé. Et il y a aussi des gens qui devraient avoir un inhibiteur SGLT2 et qui n'en ont pas. Donc, du point de vue des inhibiteurs SGLT2, c'est sûr qu'ici au Québec, il y a quand même des barrières. Là, on a des codes à respecter. La RAMQ, on va dire, nous donne un peu du fil à retordre ou des bâtons dans les roues de ce point de vue-là. À mon avis, c'est que ça devrait être sans code, là, ça devrait être complètement librement prescrit comme un USIA ou un ARA, mais en tout cas, on n'est pas rendu là. Mais certainement qu'il y a des gens qui sont non optimisés, pas parce qu'on l'a oublié, mais certaines personnes ont la difficulté à trouver des codes pour leurs patients. Alors, les traitements non optimisés, je pense qu'il y a du travail au Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a aussi des facteurs de progression de la néphropathie chronique qui ne sont pas encore ciblés dans leur entièreté. C'est ce qui est illustré un peu ici. Vous voyez les facteurs ici de risque de progression qui entraînent éventuellement des lésions rénales qui peuvent être irréversibles. Donc, vous reconnaissez les facteurs hémodynamiques, métaboliques, inflammation et fibrose. Au niveau des facteurs hémodynamiques, donc l'hypertension artérielle, l'hypertension intraglomérulaire, donc l'hyperfiltration, c'est assez bien ciblé par les ISIA ou les ARA, les inhibiteurs SGLT2. Les facteurs métaboliques, donc l'hyperglycémie chez les diabétiques, bien ciblés par les inhibiteurs SGLT2, agonistes GLP1, d'autres traitements. L'inflammation et la fibrose. Probablement aussi bien ciblé en partie par les ISA et les ARA, les inhibiteurs SGLT2, mais c'est là où la finerenone, donc, qui a des effets anti-inflammatoires, antifibrotiques, bien définis dans des modèles précliniques, pourrait avoir son rôle à jouer. Donc, qu'est-ce que la finerenone? Ben, c'est un antagoniste non stéroïdien et sélectif du récepteur des minéralocorticoïdes. Molécule volumineuse car non stéroïdienne. Sa structure permet une interaction sélective et puissante avec le récepteur des minéralocorticoïdes. Ça régule l'expression des gènes de façon différente des autres antagonistes parce que la structure est complètement différente et donne des effets antifibrotiques et anti-inflammatoires probablement identiques à ceux des autres antagonistes de minéralocorticoïdes, mais avec moins d'effets sur la pression et la calémie. C'est ce qui est illustré un peu ici. Vous voyez spironolactone et pléranone, les antagonistes de l'aldostérone stéroïdien, avec le récepteur minéralocorticoïde ici. Et vous voyez la finerenone ici. Donc, le récepteur minéralocorticoïde ici, vous voyez que le petit bras rose, il est pas pareil. La conformation est différente lorsque la finerenone interagit avec le récepteur minéralo. Donc, cette différence-là, parce que la molécule est différente, donne des effets qui sont différents. Donc, si on regarde plus en détail, donc, au niveau structural, spironolactone et pléranone, c'est stéroïdien, donc planaire. Sinon, la finerenone, c'est pas stéroïdien, c'est une molécule qui est plus volumineuse. Au niveau de la sélectivité, malheureusement, la spironolactone, c'est assez faible. Là, donc, oui, ça donne de la gynécomastie et d'autres effets secondaires. Sinon, les pléranone, plus sélectif, donc moins d'effets secondaires sexuels que la spironolactone. Et finerenone, c'est très sélectif et aucun signe d'effets secondaires sexuels dans les études.
Pour ce qui est de l'hypercalémie et la tension artérielle, spironolactone et plérénone pèsent bien la pression, mais ça montre aussi très bien le potassium, donc attention. Finerenone donne apparemment moins d'hypercalémie, mais ça a aussi beaucoup moins d'effet sur la pression parce que ça agit différemment. Donc, pour certains patients qui n'ont pas besoin qu'on baisse leur pression, ici, ça peut être une option intéressante d'avoir une protection vasculaire et rénale avec un médicament comme ça. Mais vous voyez tout de suite que si la pression est très difficile à contrôler, là, on ira plutôt vers les antagonistes de l'aldostérone. Donc, ça, on va y revenir. Parlons maintenant des données cliniques. Donc, la meilleure étude, c'est l'étude Fidelity, donc une méta-analyse de 2 études, Fidelio et Figaro, qui sont des études, donc Fidelio, plus de 5000 patients, Figaro, plus de 7000 patients. Fidelio, une étude dont l'outcome primaire était rénal. Figaro, une étude dont l'outcome primaire était cardiovasculaire. Donc, le outcome primaire vasculaire, c'est le fameux MACE 3 points plus hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Tandis que l'outcome rénal, c'était plutôt le outcome classique. Donc, début de l'insuffisance rénale terminale, donc commencer la dialyse pendant 3 mois ou avoir un DFG qui est maintenant de façon soutenue en bas de 15 ou une diminution de plus de 57 du DFG. Ça correspond à peu près à doubler sa créatinine ou mort rénale. Donc, une mort rénale, c'est quelqu'un qui a besoin de commencer la dialyse, mais on décide pour toutes sortes de raisons un traitement conservateur et le décès s'ensuit. Donc, dans cette méta-analyse, en fait, il y avait au total 13 000 patients quand on combine les 2 études, qui sont des études jumelles qui se combinent très bien ensemble. On a donc un âge moyen de 65 ans, un DFG moyen 57, hémoglobine glyquée qui est quand même hors cible à 7,7 et une tension pour les critères canadiens qui seraient hors cible là, à 137 sur 76. Durée du diabète quand même 15 ans et presque la moitié avait des antécédents cardiovasculaires. Pour ce qui est des médicaments, presque 100 des patients avaient un inhibiteur du système rénine-angiotensine en aldostérone au départ, là, comme critère d'inclusion. De toute façon, il fallait en avoir un. Et le 2 tiers des patients prenaient de l'insuline. Il y avait quand même presque 1000 patients sous inhibiteurs SGLT2 et un autre 1000 patients presque sous agonistes GLP1, quand même des sous-groupes intéressants. Donc, on va y revenir. Et au total, c'est tous des patients avec, je pense que j'ai passé ça, là, c'est des patients donc vraiment avec néphropathie diabétique. Il pouvait avoir de la microalbuminurie ou une protéinurie, un DFG au-dessus de 25, mais il fallait avoir une néphropathie diabétique et un traitement optimisé d'IOCA ou d'ARA. Et le suivi médian, c'était 3 ans. Au niveau des résultats, vous voyez ici une belle baisse là, de 14 des événements vasculaires qui étaient statistiquement significatifs. Et tous les événements vasculaires du MACE 3 points étaient du bon côté, sauf les AVC là, qui étaient directement sur le 1. Et ce qui était le mieux réduit, c'était les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Mais ça nous étonne pas. Hein. C'est un antagoniste du récepteur minéralo. Vous connaissez les résultats de spironolactone et plérénone dans cette indication. Donc, ça ne nous étonne pas. Et tant mieux, on le voit encore dans cette étude. Maintenant, pour les résultats rénaux, on a cette fois-ci une réduction de 23 des événements rénaux. Et cette fois-ci, tous les éléments individuels du composé rénal sont dans la bonne direction. Maintenant, est-ce que ça fonctionne avec un inhibiteur SGLT2 et agoniste GLP1? Bien, la réponse est oui. Si vous regardez le composé cardiovasculaire, que l'on ait ou non un inhibiteur SGLT2 ou un agoniste GLP1, on a le même résultat. Le P d'interaction est négatif. Mais tout de même, visuellement, on ne peut pas s'empêcher là, de penser que peut-être même c'est mieux avec un inhibiteur SGLT2 ou un agoniste GLP1, mais évidemment, les intervalles de confiance sont larges et les conclusions définitives sur les thérapies combinées sont donc pas possibles, mais on peut quand même dire que pour le moment, ça fonctionne avec un inhibiteur SGLT2 ou un agoniste GLP1, mais peut-être même que c'est mieux. Maintenant, pour le outcome rénal. Si on prend les inhibiteurs SGLT2, peu importe la définition qu'on utilise, que ce soit diminution du DFG de 57 ou de 40 avec ou sans inhibiteur SGLT2, on a toujours le même résultat. Le P d'interaction est négatif, c'est pareil. Ça fonctionne avec un inhibiteur SGLT2, mais encore une fois, là, on voit que visuellement, on serait tenté de dire que ça fonctionne mieux avec un inhibiteur SGLT2, mais encore une fois, intervalle de confiance large, des conclusions définitives sont pas, possibles pour le moment, mais on sait que ça fonctionne avec un inhibiteur SGLT2, peut-être même mieux. Au niveau de la sécurité, si on regarde en haut au complet, il n'y a pas de différence entre les 2 groupes pour ce qui est des effets adverses, donc assez sécuritaire par rapport au placebo, mais très sécuritaire en fait par rapport au placebo, donc c'est très intéressant. Mais ce qui ressort, par exemple, c'est l'hypercalémie. Vous voyez ici 14 versus 7 donc c'est le double d'hypercalémie. On s'y attendait avec un ARM. Donc, d'autres données de sécurité, donc effet modeste sur la pression, moins 3,7 mm de mercure, donc c'est modeste.
Pas d'effet secondaire sexuel. On l'a dit tantôt, c'est très sélectif. Et l'hypercalémie, on vous retrouve ici le 7 versus 14 On dit en général que c'est des hypercalémies légères parce que peu de ces hypercalémies-là ont mené à l'arrêt de la thérapie, mais tout de même, c'est des hypercalémies qu'il faut gérer. Maintenant, une solution, c'est peut-être les inhibiteurs SGLT2. Vous voyez ici les résultats en gris, aucun inhibiteur SGLT2. En bleu, inhibiteur du SGLT2. Ici, à gauche, finerenone, à droite, placebo. Vous retrouvez le fameux 14 versus 7 d'hypercalémie, mais avec un inhibiteur SGLT2, c'est plus 14 là, c'est 10 c'est moins. Et on voit que ça fonctionne même dans le placebo. Là, donc, on a moins d'hypercalémie de 7 à 2 même dans le groupe placebo, avec un inhibiteur SGLT2. Donc, ça, c'est pas nouveau. Dans la majorité des études, des grandes études randomisées d'inhibiteurs SGLT2, on voit ça, on voit cet effet qui est souvent significatif, parfois non, mais c'est toujours la même tendance. Il y a moins d'hypercalémie avec un inhibiteur SGLT2. Donc, je ne dis pas que c'est un traitement de l'hypercalémie, mais c'est certainement une forme de prévention de l'hypercalémie. Donc, en résumé, on a donc une réduction de 14 des événements vasculaires qui étaient surtout médiés par la réduction des hospitalisations pour l'insuffisance cardiaque et une réduction de 23 du composé rénal. Et tous les éléments du composé rénal étaient dans la bonne direction, notamment la dialyse, donc réduction de 20 de la dialyse, ce qui est tout de même super intéressant donc pour nos patients. Mais attention à l'hypercalémie. C'est pour ça que je vous ai préparé un petit topo sur l'hypercalémie pour terminer. Donc, premièrement, même si ça semble évident, là, je vais juste vous rappeler que l'hypercalémie, ça commence à 5,1. Donc, il faut s'en préoccuper à partir de 5,1. C'est de l'hypercalémie. Donc, ça fait partie du compagnon en insuffisance cardiaque de la Société canadienne de cardiologie. On dit que dès 5,1, il faut faire des contrôles. Après ça, on appelle son patient, on s'assure de faire des interventions pour réduire le potassium. Entre 5,1 et 5,6, on n'est peut-être pas stressé, mais on intervient. 5,6, 5,9, la tension monte d'un cran. On rappelle le patient, on intervient plus intensément, on fait des contrôles, mais le patient est toujours en ambulatoire. Et nous, habituellement, ce qu'on dit, c'est au-dessus de 6, là, le patient devrait être envoyé à l'urgence pour un traitement aigu de son hypercalémie, réviser sa médication ainsi que d'autres interventions sur l'hypercalémie. On va y revenir dans un moment. Donc, avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que nous, en néphrologie, on sait que c'est dangereux, l'hypercalémie. Vous voyez, à partir de 5,1 en dialyse, il y a déjà une augmentation de la mortalité totale, si on se concentre ici dans le milieu, là. Donc, entre 5,1 et 5,5, entre 5,6 et 6, c'est pire, évidemment. Et en haut de 6, évidemment, c'est pire. Et c'est encore pire, plus on va plus haut, de plus en plus haut, évidemment. Donc, nous, ce qu'on dit en général, c'est que si on s'occupe bien des hypercalémies légères, on va avoir probablement aussi moins d'hypercalémie sévère et nos patients vont être plus en sécurité. Donc, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Donc, avant de parler de qu'est-ce qu'il faut faire, on va parler un petit moment de qu'est-ce qu'il peut-être qu'il ne faut pas faire. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'en général, diminuer ou cesser définitivement les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, IECA, ARA, spironolactone, c'est malheureusement une stratégie fréquente du traitement de l'hypercalémie. Par contre, ce qu'on sait bien, c'est qu'utiliser des doses sous-optimales de ces inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone augmente la mortalité chez tous les types de patients. Regardez ici dans cette grande cohorte de plus de 200 000 patients, un certain niveau de base de mortalité, si on est à la dose maximale de notre inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone, 4 Si on donne une dose qui n'est pas optimale, on double la mortalité, vous voyez, à 8 Puis si on l'arrête complètement, on presque triple la mortalité à 11 Et ça, c'est vrai, peu importe le type de patient. Vous voyez ici les diabétiques, les insuffisants cardiaques, les insuffisants rénaux, qui sont des gens avec des indications absolues d'un ISA ou d'un ARA, notamment. Alors donc, on peut les arrêter pour une courte période, évidemment, mais ça prend surtout un plan de reprise. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on recommande, c'est pas de cesser les ISA ou les ARA ou la spironolactone, mais de faire des stratégies de prise en charge de l'hypercalémie en 5 points, comme il est écrit ici. Donc, premièrement, régime pauvre en potassium, ça on va y revenir. Prise en charge de la cétose métabolique, qui peut être présente surtout s'il y a de l'insuffisance rénale, mais sinon, la majorité de nos patients, il n'y en aura pas. Recourir aux diurétiques au besoin, donc optimiser nos diurétiques, que ce soit pour traiter d'une surcharge comme le furosémide ou pour la pression, indapamide, chlorthalidone, et penser aux inhibiteurs SGLT2, comme on a dit tantôt, ça nous fait une autre option. Interrompre ou réduire la dose de médicaments non essentiels liés à l'hypercalémie, évidemment le potassium, Peros, les AINS, et ultimement utiliser les liants du potassium, donc le fameux caïoxalate, donc polystyrène de sodium ou de calcium. Puis si le patient n'aime pas le goût, parce que ça goûte très mauvais, là, moi j'ai déjà goûté
c'est pas bon. On peut utiliser aussi les nouveaux, donc le zirconium ou le patyromère. Et ce qu'on recommande en général, c'est d'utiliser l'arrêt des médicaments essentiels, IACARA, ARM, en dernier recours, si on est obligé de le faire, avoir un plan pour les reprendre. Donc, en conclusion, ma première conclusion, c'est que les recommandations changent. Évidemment, avec l'étude Fidélité, une étude de 13 000 patients randomisés, bien faite, on a des recommandations ici de catégorie A qui commencent à sortir, donc notamment l'Association de diabète américain recommande maintenant chez les patients donc avec néphropathie diabétique, atteints d'insuffisance rénale qui présentent un risque accru d'événements vasculaires ou de progression de l'IRC, donc tous les patients avec néphropathie diabétique, donc ça c'est beaucoup de monde, ou qui sont incapables d'utiliser un inhibiteur SGLT2, ça c'est vraiment très peu de gens, là. Un ARM non stéroïdien, donc nommément la finerenone, parce que c'est le seul qui a été utilisé, qui a été étudié pour cette indication, et donc recommandé pour réduire la progression de l'insuffisance rénale chronique et les événements vasculaires. Et le niveau de preuve, c'est évidemment A, à cause de cette grande étude randomisée. Les KDIGO aussi ont changé. Ça, les KDIGO, c'est pour Kidney Disease Improving Global Outcome. C'est des recommandations que nous, les néphrologues, ont fait pour les professionnels de la santé. Vous voyez ici la finerenone ARM non stéroïdien est rangé ici comme médicament de deuxième ligne. Vous reconnaissez ici modification des habitudes de vie, médicaments de première ligne, inhibiteur SGLT2, metformine, IACA-OARA, les statines pour certains, et les médicaments additionnels, tout d'un coup, apparaît l'ARM non stéroïdien, finerenone. Vous voyez ici l'indication exactement comme l'Association américaine de diabète. Dès qu'on a une néphropathie diabétique, donc microalbuminurie au-dessus de 3 et le potassium est normal, on peut le commencer. Évidemment, regardez ici à droite, si l'hypertension est très difficile à contrôler, puis on commence à multiplier les agents antihypertenseurs, on sait que le meilleur quatrième médicament en hypertension réfractaire, c'est la spironolactone. Donc, à ce moment-là, il y aura un ARM stéroïdien qui va être prescrit. Donc, il n'y aura pas besoin de son ARM non stéroïdien, là. Et donc, on peut se rendre là éventuellement si l'hypertension est réfractaire, mais c'est relativement rare. Donc, pour la majorité des autres patients, ce sera l'ARM non stéroïdien. Ce qui m'amène à parler du profil d'un patient typique qui pouvant bénéficier de la finerenone, qui aurait pu être donc randomisé dans l'étude Fidélité. Donc, un diabétique de type 2 avec microalbuminurie persistante, malgré un ISA ou un ARA à dose maximisée et un inhibiteur SGLT2, parce qu'aujourd'hui, donc, le standard de soins, c'est pas mal avoir un inhibiteur SGLT2 pour la protection vasculaire et rénale de ces patients-là. On peut aussi avoir une protéinurie persistante à ce stade-ci, là, c'est microalbuminurie ou protéinurie, et tout est dans les cibles. On a atteint notre type de pression, on a atteint notre type d'hémoglobine glyquée, tout est optimisé. C'est un insuffisance rénale chronique, stade 1 à 4, mais le DFG est au-dessus de 25, comme dans l'étude Fidélité. Le potassium est en bas de 4,8, donc on pourrait commencer la finerenone. Autrefois, donc, c'est des patients chez qui on ne faisait plus rien parce que tout était dans les cibles, tout était maximisé. On était satisfait, donc, anciennement, que tout soit optimisé, mais tout de même insatisfait du risque résiduel de ces patients avec un certain sentiment d'impuissance et d'insatisfaction professionnelle vis-à-vis le risque résiduel de ces patients-là. Mais maintenant, on peut agir chez un patient comme ça avec la finerenone. D'ailleurs, on peut le faire depuis presque un an, depuis octobre 2022. La monographie canadienne est sortie, dose de 10 et 20 de finerenone. Donc, on ne passera pas toute la monographie en détail, là, mais juste vous pointer des choses. Premièrement, l'indication, c'est comme l'Association américaine de diabète ou les KDIGO. C'est donc indiqué comme traitement d'appoint au traitement standard, là, le traitement avec IACA, ARA, inhibiteur SGLT2 chez les adultes atteints de néphropathie chronique diabète de type 2, donc la néphropathie diabétique, pour réduire le risque des événements rénaux, l'insuffisance rénale terminale, réduction du DFG, et les événements vasculaires, décès d'origine cardiovasculaire, infarctus et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, des petits points de la monographie. Donc, on recommande de le commencer si le potassium est en bas de 4,8 parce que le potassium va monter un peu forcément. Donc, si on l'utilise à 4,9, 5, on risque de dépasser 5, donc 4,8. 10 mg si le DFG est entre 25 et 60 et d'emblée, la dose de 20 si c'est en haut de 60. Puis, on ne peut pas le prescrire. On ne peut pas, en fait, l'initier en bas de 25, mais si le patient l'a déjà puis baisse en bas de 25, on peut le continuer. Ensuite, 4 semaines après l'introduction du médicament, on fait un potassium de contrôle. Ça, c'est rien de sorcier. On le fait depuis 30-35 ans avec les IACA et depuis plus de 20 ans avec les ARA et depuis à peu près le même temps avec spironolactone et plérénone. Donc, tous ces médicaments-là, un mois après les avoir commencés, on fait un potassium de contrôle puis on regarde le tableau 1. Donc, en bas de 4,8, on continue. Si le patient il a 20, c'est correct. Si le patient a 10, on peut augmenter la dose à 20. La dose cible, c'est 20, peu importe le DFG. Entre 4,8 et 5,5, on maintient la dose, mais on fait des interventions
pour réduire notre potassium, surtout s'il est en haut de 5. Et en haut de 5,5, ce qui est recommandé dans la monographie, c'est d'interrompre le traitement temporairement et de le reprendre à la dose de 10. Cette fois-ci, c'est la calémie. Dès que la calémie est en bas de 5, grâce à nos interventions, comme on l'a dit tantôt, les 5 interventions. Et on l'arrête rendu à 15. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les inhibiteurs de SGLT2, on les arrête quand le patient commence la dialyse. Ça ici, dans l'étude fidélité, c'est un peu différent. On l'arrêtait à 15. Donc, un petit détail ici, bon à savoir pour certains patients. Donc, en conclusion, la néphropathie diabétique, c'est un problème de santé publique qui est majeur, c'est associé à une grande mortalité et une morbidité rénale et cardiovasculaire. La finerenone est donc efficace, comme on a vu, pour diminuer cette morbidité, surtout étudiée dans l'étude fidélité sans inhibiteur SGLT2, mais semble tout aussi efficace, sinon plus. Là, on ne sait pas encore de façon formelle, mais avec un inhibiteur SGLT2. Et ça, c'est peut-être la conclusion la plus importante de la présentation. On se dirigeant vers la trithérapie de la protection rénale et aussi cardiovasculaire chez les patients avec néphropathie diabétique. Donc, ISC-ORA, inhibiteur SGLT2 et l'ARM qui est la finerenone, un petit peu comme les cardiologues sont maintenant rendus dans la quadrithérapie du traitement de l'insuffisance cardiaque. Mais nous, on est rendu dans la trithérapie du traitement de la néphropathie diabétique. Et il y a quand même quelques questions encore non résolues avec des études en cours comme est-ce que la finerenone pourrait être efficace chez les non-diabétiques, tout comme les inhibiteurs SGLT2. Est-ce qu'avec un ratio de créatinine normal, ça peut être étudié aussi? Pourquoi pas? Etc. Donc, des études en cours avec ce produit quand même très intéressant. Alors, donc, c'est la fin de la présentation. Donc, on pourra maintenant passer aux questions. Parfait. Peut-être une première question, Dr. Vallée. Au moment où vous initiez la finerenone, si un patient est déjà, par exemple, sur la spironolactone pour contrôler son hypertension, parce qu'on a des fois des hypertensions réfractaires qui ont eu besoin d'avoir cette molécule-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un switch? On arrête un? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est une excellente question. Et donc, si le patient a eu besoin d'avoir de la spironolactone, que ce soit parce que il y a de l'insuffisance cardiaque, ou, comme vous le dites, il a développé de l'hypertension réfractaire. Et là, on a été obligé de commencer le spironolactone pour atteindre nos cibles de pression. Donc, c'est des patients qui étaient exclus là, de cette étude. Il y avait déjà un ARM. Moi, je pense qu'ils ont déjà leur ARM. Ça va être pour ce patient-là un ARM stéroïdien, qui est la spironolactone. Ça pourrait être le plérénone aussi. Ce qu'on pense dans un cas comme ça, c'est que son récepteur des minéralocorticoïdes est déjà antagonisé. Donc, on n'a pas besoin de rajouter donc un autre antagoniste du récepteur minéralocorticoïde, notamment la finerenone chez un patient qui prend déjà spironolactone ou eplérenone. Donc, son traitement avec un ARM va être déjà fait. Parfait, merci. Dans l'étude, on nous demandait ici, est-ce que l'hémoglobine glyquée moyenne pré-étude, on a vu qu'elle était à 7,7. On se demande si à la fin de l'étude, elle avait été vérifiée. Puis si oui, on est curieux de savoir ce qui était mieux contrôlé à la fin de l'étude ou... C'est un bon point. C'est un médicament qui n'a pas d'effet sur la glycémie, donc je présume que c'est resté pareil. Mais là, est-ce que les gens au cours de l'étude, et quand même sur le suivi moyen 3 ans, est-ce qu'ils ont été optimisés d'une autre façon puis l'hémoglobine glyquée est plus basse à la fin de l'étude? Il me semble que j'ai vu des données que c'est, mais on va vous le confirmer tantôt là, mais de ce que je me rappelle, il n'y avait pas de changement d'hémoglobine glyquée. Si la question cachée derrière cette question-là est est-ce que ça a un effet sur le traitement du diabète ou est-ce que c'est un hypoglycémien comme tel? Bien, la réponse est non. Là, c'est vraiment un ARM. Ça n'a pas d'effet sur la glycémie. Et de ce que je me rappelle, là, l'hémoglobine glyquée était pareil dans les deux groupes à la fin de l'étude. Je pense qu'elle n'avait pas changé, là, mais je vais vous le confirmer tantôt. Parfait. Est-ce qu'il est possible de commenter sur l'arrêt des inhibiteurs enzymes de conversion ARA dans un contexte d'insuffisance rénale chronique avec protéinurie progressive et ou hyperkaliémie? Bon, ben c'est ça. Donc, si il y a une insuffisance rénale chronique qui est progressive, habituellement, ce qu'on dit, c'est que si de façon aiguë, comme par exemple quand on l'introduit ou on change la dose, on a une augmentation de la créatinine de 30 ou une diminution du DFG de 30 à ce moment-là, il faut se poser des questions. Donc, on peut premièrement tomber chez un patient qui, sans qu'on sache, a des sténoses bilatérales des artères rénales. À ce moment-là, quand on introduit un essai ou un ARA, on essaie d'augmenter la dose, on va augmenter la créatinine de beaucoup. Souvent, ça va dépasser le fameux 30 si les sténoses sont hémodynamiquement significatives.
Donc, à ce moment-là, ce patient-là, il faut l'investiguer pour cette condition-là. Sinon, ça peut être tout simplement que le patient peut être surtraité à ce stade-là. Donc, s'il développe de l'hypotension, parce que notre changement de dose ou notre introduction d'ISA-OARA a mené à de l'hypotension, bien là, c'est pas étonnant que sa créatinine monte, c'est une forme d'insuffisance rénale aiguë. À ce moment-là, il faut relâcher l'intensité du traitement. Parfois, moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde aussi les autres médicaments que le patient prend. Donc, s'il prend, mettons, 10 mg d'amlodipine, puis j'ai essayé de commencer un peu de perindopril, puis le patient fait des chutes de pression, mais je vais essayer, mettons qu'il y a une indication absolue d'un ISA, je vais essayer d'enlever son amlodipine pour privilégier les médicaments qui ont une vraie protection, qui ont une grande protection vasculaire et rénale par rapport à des médicaments qui n'ont pas nécessairement été démontrés comme ayant une protection vasculaire ou rénale. Donc, ça, c'est pour le point de vue DFG aux créatinines. Et aussi, toujours la dernière possibilité qui est que votre patient a fait ses prises de sang à un très mauvais moment. Des fois, les patients, ils prennent un rendez-vous pour leur prise de sang. Ça fait 2-3 jours qu'ils ont une gastro-entérite. Là, c'est sûr que la créatinine monte pour une raison. Parfois, les gens, dans un contexte de canicule, se ramassent au centre des prélèvements complètement déshydratés parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut prendre des prises de sang à jeun et il ne faut pas boire d'eau pendant 24 heures. S'ils n'ont pas l'air climatisé chez eux, moi, j'attrape des patients à l'été qui ont l'air d'avoir une insuffisance rénale aiguë, mais quand on fait le contrôle sans être à jeun, c'est normal. Donc, il faut se questionner là, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la prise de sang. Sinon, évaluer pour des sténoses bilatérales des artères rénales ou une hypertension surtraitée. Pour ce qui est de la kaliémie, bien, jusqu'à 5,5, 5,6 de kaliémie, souvent, on ne change pas la dose des médicaments. On appelle notre patient, on essaie de faire les 5 interventions qu'on a parlé tantôt. Surtout la diète faible en potassium, c'est quand même efficace souvent surtout en fait si on trouve une cause. Donc, en questionnant un peu notre patient, on peut parfois tomber sur un abus d'un médicament, pas d'un médicament, mais d'un aliment riche en potassium que le patient s'est mis à manger subitement dans les derniers jours sans qu'on le sache. Et puis là, tout d'un coup, on attrape cette hypercalémie dans ce contexte-là. Ça peut être après une épluchette de blé d'Inde, après une journée à la cabane à sucre, parce que le sirop d'érable, il y a beaucoup de potassium. Il y en a à la blé d'Inde aussi. Ou peut-être, si les fraises sont en spécial, le patient a peut-être acheté une caisse, là, puis là, ça fait une semaine qu'il mange full de fraises, là, en tout cas. Donc, souvent, on peut mettre la main sur une cause là, alimentaire. À ce moment-là, il faut juste le corriger. Si c'est pas si évident que ça, et vous avez accès à une nutritionniste, ça c'est vraiment le plus l'intervention la plus intéressante. Là. Souvent, les nutritionnistes vont pouvoir donner d'autres trucs que nous, on connaît moins. Et après ça, donc, on défile dans notre algorithme. Là. Si le patient il y a de l'insuffisance rénale, est-ce qu'il y a de l'acidose métabolique? On mesure le bicarbonate. On peut donner le bicarbonate Péros pour une cible en haut de 22 de bicarbonate. Ensuite, si son hypertension est un peu hors cible, puis il prend une petite dose d'indapamide ou de chlorthalidone, on peut augmenter l'indapamide de chlorthalidone. Si notre patient est insuffisant cardiaque, ne sont pas augmentés dernièrement, on peut augmenter le furosémide. Encore une fois, ça aura un effet sur le potassium. Puis s'il n'y a rien qui marche, là, on n'identifie aucun aliment riche en potassium, on ne peut pas ajuster les diurétiques, il n'y a pas d'acidose métabolique, on est mal pris. Mais on commence avec salade pour éviter de changer nos ISA ou nos ARA, notre ARM. Et s'il ne tolère pas le caïxalate, zirconium, patyromère. Et si le patient il veut toujours pas suivre nos recommandations, il veut pas prendre son patyromère, on est vraiment mal pris. Moi, ça m'arrive là une couple de fois dans l'année, malheureusement. Là, quand on est vraiment pogné dans le coin, là, on réduit là, les ISA, les ARA, parfois même on est obligé de les enlever. Mais moi, j'en parle à mon patient, je dis là, vous me mettez dans une situation inconfortable, je vais être obligé d'arrêter, mettons, votre perindopril, votre irbesartan pour protéger votre cœur et vos reins. Mais là, votre potassium est toujours haut, on a fait 1000 interventions, vous ne voulez pas collaborer, fait que vous allez être moins bien soigné, mais on est obligé de faire ça. Donc, des fois, le patient, à ce moment-là, il va se mettre à être observant à son caïxalate ou à sa diète. Ou s'il ne veut rien savoir, ben là, il faut tout simplement l'enlever puis disons, informer notre patient que son traitement est pas optimal. Et si on attrape un potassium en haut de 6, on l'envoie à l'urgence. Forcément, là, les urgentologues ou les spécialistes qui vont le voir à ce moment-là vont être obligés de l'arrêter, au moins temporairement.
Puis après ça, au congé, là, ça va être le défi du suivi. Là. Donc là, qui va s'occuper de le reprendre? Moi, je recommande dans un mois, là, pas trop vite, mais pas trop tard non plus. Mais là, est-ce que ça va être son médecin de famille? Si c'est un spécialiste qui l'a vu à l'hôpital, il est suivi en néphrologie, en cardiologie. Il faut cibler quelqu'un qui va s'en occuper parce que si ça tombe en deux chaises, là, personne ne va le reprendre. Puis, ça va être un patient qui va être traité de façon sous-optimale, qui va tomber dans la fameuse statistique là, que je vous ai montrée tantôt. Là, ça double la mortalité, ou même triple la mortalité si les doses ne sont pas optimalisées ou s'il n'en prend pas. Donc, avoir un plan de reprise, c'est la clé à ce moment-là. Merci beaucoup. Il y a une question, en fait, il y a beaucoup de questions sur la couverture de la Finérenone actuellement. Qu'en est-il? Est-ce que c'est couvert par les assurances? Qu'en est-il au niveau de la régie? Est-ce qu'il y a un code, médicament d'exception, patient d'exception? Bref, comment faire pour avoir... Oui, très bonne question. Donc, depuis l'automne passé, j'en ai prescrit quelques-uns. Donc, la situation idéale, c'est d'avoir les assurances privées. Donc, c'est remboursé par les assurances privées. Donc, ça, il n'y aura pas de problème. C'est l'indication de néphropathie diabétique et puis on le prescrit, ça va marcher. Si c'est un patient RAMQ, donc, il n'y a pas longtemps, l'INES a accepté la valeur thérapeutique de ce médicament-là en néphropathie diabétique. Alors, on s'y attendait là, avec les bons résultats qu'on a vus, à la fois en protection vasculaire et rénale. On a donc la valeur thérapeutique qui a été bien reconnue. Et là, maintenant, on est dans le processus du remboursement. Donc, pour un patient RAMQ, c'est pas encore remboursé actuellement. Ça devrait l'être d'ici la fin de l'année, au plus tard, début 2024. Mais en attendant, vous pouvez toujours essayer de remplir un formulaire de patient d'exception en expliquant que votre patient a une néphropathie diabétique. Grâce à l'étude Fidélité, on sait que c'est indiqué. Et puis, selon la monographie aussi. Moi, j'ai pas été obligé de faire ça parce qu'il y a aussi des cartes que votre représentant de la compagnie Bayer peut vous donner où le médicament peut être remboursé le temps de se rendre au remboursement qui devrait être finalisé là, dans les prochaines semaines. Donc, pour les patients RAMQ, là, et au-dessus de 65 ans, on est dans une période de flottement et on imagine que ça va être remboursé prochainement, mais il y a un enjeu. Donc, les formulaires de patients d'exception nous sont utiles là, à ce moment-là, tout comme on le faisait avec les inhibiteurs SGLT2 là, dans les dernières années. Bien, merci. Pour l'introduction de la Finérenone, on se demande ici, là, est-ce qu'on faut avoir déjà une dose maximale d'IACA-ARA, par exemple Ramipril 10 ou le Perindopril 8, ou on peut l'initier même si on n'a pas nécessairement la dose maximum d'un IACA, d'un ARA? Très bonne question. Donc, en fait, le vrai terme, ce serait une dose optimisée d'un IACA ou d'un ARA. Donc, pour la majorité des gens, oui, ça va être Perindopril 8, Ramipril 20, les doses maximales, comme Irbesartan 300, Telmisartan 80, des choses comme ça. Mais si le patient, sa pression est pas élevée et qu'il tolère pas, mettons, Perindopril 8, puis que le maximum qu'on a pu aller, c'est Perindopril 4, bien, pour lui, son IACA ou son ARA, il est optimisé. Donc, une fois qu'on l'a optimisé, sans nécessairement que ce soit toujours la dose maximale, là, mais la dose maximale tolérée par le patient, là, on peut y aller avec la Finérenone parce qu'effectivement, c'est dans ces conditions-là que ça a été étudié. Là, c'est avec une dose optimisée d'un IACA ou un ARA qui, effectivement, la plupart du temps, va être la dose maximale, mais pas toujours. Puis on demande ici si les doses sont suprathérapeutiques au niveau des IACA-ARA, par exemple, si on va à 20 mg de Ramipril ou 16 mg de Perindopril, est-ce qu'il y a un avantage ou plus de risques? Bonne question. Donc, ceci a été quand même passablement étudié. Dans certaines néphropathies non diabétiques, on a quand même démontré un bon effet des doses qu'on appelle suprapharmacologiques des IACA et des ARA, à tout le moins sur la protéinurie. Donc, ça réduit la protéinurie, même si l'effet antihypertenseur plafonne à un moment donné. Là, c'est pour ça, par exemple, que pour Perindopril, la dose maximale, c'est 8, parce que c'était bien étudié. Puis à 10, 12, 16, l'effet sur la pression plafonne. Donc, la compagnie a dit, bon, on va le commercialiser avec la dose maximale à 8. Mais nous, en néphrologie, on sait bien que si on continue à monter la dose, on a aussi un effet antiprotéinurique qui continue à être intéressant sans qu'il y ait d'effet sur la pression qui, elle, est plafonnée.
Dans la néphropathie diabétique, ceci n'a pas été aussi bien démontré que dans certaines néphropathies non diabétiques. Donc, nous, les néphrologues, on l'utilise parfois dans certaines glomérulonéphrite, notamment la glomérulonéphrite à IgA, ainsi que d'autres, des doses comme par exemple péridopril, 16, où il y a aussi une belle étude avec le candesartan. Imaginez-vous donc jusqu'à 128 mg de candesartan. C'est une étude qu'on avait participé, nous, à Maisonneuve, là. Donc, ça semble assez surprenant, mais disons, étant donné que l'effet antihypertenseur plafonne 128 mg de candesartan, nos patients y allaient bien. Puis, il y avait un effet antiprotéinurique qui était encore intéressant. Pour ce qui est de la néphropathie diabétique, moi, je ne recommande pas de faire ça parce que ça a été peu étudié sur les outcomes rénaux, notamment, même si on sait que ça baisse la protéinurie. Fait que, puis, il y a d'autres choses à faire aussi, là. Rendu là, quand la dose d'ISA-Odara est maximisée, on y va avec les inhibiteurs SGLT2. Puis là, maintenant en 2023, là, ce qu'on devrait faire, c'est compléter avec notre trithérapie, avec la finerenone, pour optimiser l'effet antiprotéinurique et la protection cardiovasculaire et rénale, sans aller nécessairement vers ces doses suprapharmacologiques d'ISA-Odara, qui de toute façon, c'est clairement hors indication. Et je pense que ça devrait être réservé à certaines glomérulonéphrites bien précises où ça a été mieux étudié. On demande ici s'il y a eu des études faites sur la progression de la néphropathie diabétique chez les patients diabétiques qui n'ont pas encore de néphropathie à la base, chez qui on va initier, par exemple, un traitement avec un inhibiteur de la SGLT2 et un IACA-ARA. Bien, moi, je pense que dans les grandes études d'innocuité cardiovasculaire, il y avait effectivement la majorité de ces patients-là qui n'avaient même pas de microalbuminurie. Donc là, on parle d'Ampareg, Canvas, Declare. C'est un petit peu, comme j'ai dit tantôt, une étude de prévention de la néphropathie diabétique ou de prévention de la néphropathie chez des patients qui n'ont pas de néphropathie à la base. Alors, donc oui, je pense qu'on a là une assez bonne preuve qu'en diabète, on peut prévenir la néphropathie diabétique avec ce genre de traitement-là, combiné évidemment avec tout le traitement optimal du diabète tel que résumé dans l'acronyme ACTION là, de Diabète Canada qu'on a vu tantôt. Alors, donc oui, faire de la prévention chez des gens qui n'ont pas vraiment de néphropathie, on dirait que ça fonctionne chez les diabétiques. Chez les non-diabétiques, on n'a pas cette preuve-là. Dans Dapasekedi et Ampakiné, c'était des gens avec l'insuffisance rénale et la protéinurie en très grande majorité. Il y a peut-être le petit sous-groupe dans Ampakiné qu'on a discuté brièvement. Est quand même de une protection rénale. Alors, on dit que c'est penser que ça peut être de la ça peut être démontré les gens pensent que c'est non diabétique sans dépression. Parfait. Donc, je comprends bien, il faut être mieux vaut être proactif pour prévenir la néphropathie que d'attendre que les complications soient présentes. Parce que souvent, malheureusement, on est porté à être réactif. Donc, attendre qu'il y ait déjà une microalbuminurie ou une diminution de la filtration glomérulaire. Et là, on embarque nos molécules, mais il faudrait être plus proactif et commencer dès le début. Oui, je pense que c'est le raisonnement qu'il faut avoir parce que dans Ampareg, Canvas et Declare, c'est des gens relativement pas malades des reins, là. Puis c'était des gens aussi, on pourrait dire, assez peu malades, surtout dans Declare. Quoique dans Ampareg, c'est surtout en prévention secondaire, je dois dire. Donc, en initiant l'inhibiteur SGLT2 le plus tôt possible, je pense que c'est là où on peut maximiser nos chances d'avoir la protection vasculaire et rénale et d'avoir moins de patients finalement qui se rendent en dialyse. C'est pour ça, tantôt, je disais que les inhibiteurs SGLT2 devraient être, dans un monde idéal, beaucoup plus librement prescrits, sans code, pour que les cliniciens soient plus à l'aise à les initier plus largement à plus de patients. Bon, mais ça c'est une bataille qui doit se mener au niveau de la RAMQ, là, mais pour le moment, on est à peu près avec les codes, ce qui fait que on peut pas optimiser tout le monde aussi facilement qu'on voudrait, là, mais effectivement, je pense que l'avenir est réellement là, dans la prévention autant que possible. Si on veut éviter les problèmes, traiter le plus tôt possible, ça semble être la meilleure stratégie. Merci. Ici, on demande s'il y a réapparition de l'hyperkaliémie suite à la reprise du finerenone. On l'a arrêté une première fois, puis là, on doit la recommencer. Est-ce qu'on arrête à nouveau? Est-ce qu'on tente de diminuer la kaliémie avant de reprendre le médicament? Comment on procède à ce moment-là?
Très bonne question. On voit ça aussi avec la spironolactone, avec les IECA, avec les ARA. Donc, quand on commence à avoir de l'hypercalémie récurrente, là, c'est là qu'on se doute que peut-être que notre patient ne suit pas bien nos recommandations, notamment les recommandations nutritionnelles. Si tout semble bien optimisé puis qu'on a commencé du kayak-salate, ben là, il faut voir avec le patient est-ce qu'il prend le kayak-salate. Les liants du potassium, c'est très efficace pour baisser la calémie. Ça devrait fonctionner, mais pour que ça fonctionne, il faut que ça se ramasse dans le patient. Alors, si le patient ne le prend pas, ben là, ça ne va pas fonctionner forcément. S'il trouve ça mauvais, moi, je trouve que c'est une belle indication pour le switcher au zirconium ou au pâtiromère. Si le patient, c'est un patient RAMQ, ben là, il faut remplir un formulaire de patient d'exception. C'est un peu lourd, mais moi, ce que j'ai fait pour cause d'intolérance au kayak-salate, ça a bien fonctionné, ça a été accepté. Mais souvent, les gens inobservants, même si ça goûte pas mauvais, ils vont finalement peut-être pas prendre non plus le nouveau chélateur du potassium, ce qui fait que ça arrive parfois que les gens avec hypercalémie récurrente, on est obligé d'arrêter les traitements cardio et néphroprotecteurs qui donnent de l'hypercalémie parce que on y arrive tout simplement pas. Puis là, à un moment donné, on est en droit de se demander, ben là, est-ce qu'on nuit au patient parce qu'il va peut-être mourir d'hypercalémie si on insiste trop? Là, ce sera être contre-productif. Alors, donc, le patient observant, quand on arrive à la fin de l'algorithme et qu'on donne des doses quotidiennes de zirconium ou de pâtiromère, ça va marcher. Là. L'hypercalémie va être réglée. Alors, si le patient ne collabore pas à ce traitement, ben là, on est obligé éventuellement de l'arrêter après avoir documenté quelques épisodes d'hypercalémie qu'on n'arrive pas, disons, à corriger de façon soutenue. Peut-être une dernière question par rapport à l'utilisation du finérenone, par exemple, chez les patients qui ont malheureusement, avec leur diabète, développé de l'insuffisance cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie la finérenone ou on va plus vers l'aldactone? Donc, quelle est votre opinion sur ce genre de patients-là qui ont développé l'insuffisance cardiaque? Là? Ça, c'est une très bonne question parce que c'est un cas de figure qui ne va pas nécessairement être rare, hein, parce que les patients avec néphropathie diabétique, c'est des patients à très haut risque de développer éventuellement de l'insuffisance cardiaque. Donc, à partir du moment où on a un diagnostic d'insuffisance cardiaque, là, à ce moment-là, il va falloir se diriger vers la quadrithérapie de la protection cardiovasculaire du patient en insuffisance cardiaque, qui inclut donc Entresto, donc l'inhibiteur GLT2, l'ARM, qui est souvent la spironolactone ou le pléranone, et finalement un bêta-bloqueur. Donc, le patient, donc, moi, mon opinion, c'est qu'on serait mieux à ce moment-là d'enlever la finérenone et de antagoniser notre récepteur de minéralocorticoïdes avec la spironolactone ou les pléranone pour avoir un traitement complet contre l'insuffisance cardiaque. Alors, moi, mon opinion, c'est que le récepteur minéralocorticoïde sera à ce moment-là bien antagonisé. On n'aura donc pas besoin de la finérenone parce que ça va être le traitement par la spironolactone ou le pléranone qui va s'occuper de cette partie-là. Alors, évidemment, il n'y a pas d'étude, malheureusement, avec la spironolactone ou le pléranone en néphropathie diabétique. C'était la seule étude avec un ARM en néphropathie diabétique, c'est avec la finérenone. C'est pour ça que c'est la seule qui a cette indication-là en traitement de néphropathie diabétique. Donc, la trithérapie de la protection contre la néphropathie diabétique, c'est réellement avec la finérenone comme ARM. Mais dès que le patient a de l'insuffisance cardiaque, là, on devrait prioriser les ARM stéroïdiens parce que c'est eux qui ont été étudiés en insuffisance cardiaque. Et pour ce qui est de la portion néphropathie diabétique, on n'a pas à s'inquiéter. Il va avoir un ARM et, à mon avis, avec les mêmes résultats, que ce soit résultats antifibrotiques ou anti-inflammatoires. Je pense que les autres ARM ont très probablement le même effet.